Donc, on va vouloir, enfin, l'idée de Piécine, c'est d'essayer d'appliquer, de partir du théorème de Seledetz, c'est d'obtenir des renseignements sur la dynamique d'un diffeomorphisme. Ça ne sera intéressant, vous allez voir d'ailleurs comment ça se présente, que dans le cadre où il y a des exposants non nuls, hein, et en tout cas, en particulier, il y a au moins deux exposants distincts. Hein, je veux dire, le cadre, en quelque sorte, si on se place dans une translation sur un tore, par exemple, eh bien, tous les exposants, il y a un seul exposant, il est nul, et évidemment, la théorie de Piécine ne nous dira strictement rien. Donc, une autre remarque, d'ailleurs, c'est que, par ailleurs, autant il y a des critères simples pour vérifier qu'un système est uniformément hyperbolique, autant ça peut être très difficile, et pas toujours compris, hein, de montrer, soit de construire des mesures invariantes, puisque ici, dans le cadre du théorème de Seledetz, on est parti de mesures invariantes. Donc, à moins qu'on parte d'une situation où il y a explicitement des mesures invariantes particulières, comme l'absurde de Lebesgue dans un cadre de dynamique hamiltonienne ou des choses comme ça, en général, on ne connaît pas d'avance des mesures invariantes, ou alors celles qu'on connaît, comme par exemple portées par des orbites périodiques, ne sont pas spécifiquement intéressantes du point de vue, enfin je veux dire, si vous prenez comme mesure invariante la mesure portée par une orbite périodique, vous retombez dans le cas du cocycle constant dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, évidemment, le théorème de Seledetz ne nous dit rien, puisque c'est plus précis d'avoir la décomposition en sous-espace propre que la décomposition en sous-espace qui ne correspondent qu'au module des valeurs propres. Donc, il faut avoir une mesure invariante et il faut savoir quelque chose sur les exposants. Et les deux choses sont en général difficiles. Ça sera plutôt l'objet de la fin du cours, mais en tout cas, je le mentionne tout de suite. Alors, donc on va se placer dans un cadre qui reprend un peu celui de la dynamique hyperbolique initiale. Hein, donc, une variété riemannienne compacte, une mesure de probabilité invariante, ça c'est une nouveauté. Hein, et alors, pour que ça marche, on se rappelle que pour tout ce qui est la théorie de base, j'ai envie de dire, des systèmes dynamiques hyperboliques, je n'inclus pas là-dedans les opérateurs de transfert pour lesquels on avait besoin d'une propriété de eulérienne sur les potentiels qu'on utilise, qui peuvent être en tout cas les logarithmes de la dérivée. Donc, ça nécessitait justement un peu plus de régularité. Ici aussi, pour que tout marche correctement, il va falloir partir d'un difféomorphisme, donc de la variété, d'une part qui préserve la mesure, qui est une hypothèse forte, hein, et d'autre part, donc, qui est assez régulier. Il faut que S soit strictement plus grand que 1. Alors, ça va être un peu technique, mais enfin, c'est des outils assez fondamentaux, donc je voulais les introduire. Donc, on part d'une métrique a priori riemannienne sur M quelconque, hein, et je note la norme, double norme de X, la norme sur l'espace tangent en X. Mais en fait, on va rapidement, c'est bien d'ailleurs le titre, hein, on va rapidement choisir une norme différente qui a de meilleures propriétés. Donc, je vais aussi utiliser l'application exponentielle. Donc ici, c'est d'abord l'application exponentielle au point X. Hein, je vous rappelle qu'elle est simplement donnée. Je suis dans un cadre d'une variété compacte, hein, j'ai le point X, j'ai un vecteur tangent V, et je suis pendant un temps égal à 1 la géodésique, hein, dont le vecteur tangent en t égale 0, hein, donc, qui se trouve en X en t égale 0 et avec un vecteur tangent V. Et donc j'intègre sur un temps 1, il faudrait que je dessine V aussi grand que la longueur du chemin. Hein, et donc, je vais me trouver le point final, ce sera donc ce point exponentiel x de V. Si on met ensemble ces différentes applications pour différents points x, hein, j'obtiens une application exponentielle, enfin globale si on veut, enfin globale. Non, je ne vais pas chercher à la définir. Elle m'intéresse, quand on fait de la vraie géométrie riemannienne, on a envie de la regarder globalement pour tous les vecteurs V. Ici, donc, je vais juste, donc c'est l'application qui a xv, hein, à ceci x exponentielle xv.
Donc cette application est un difféomorphisme C-infini. Mes variétés sont de classe C-infini, hein, les métriques aussi. Hein, d'un voisinage, donc je restreins cette application qui est définie sur tout le fibré tangent, hein, d'un voisinage de la section nulle dans le fibré tangent, hein, donc ça correspond à V égale 0, hein, sur un voisinage de la diagonale dans M.N. Si V est petit, hein, l'exponentielle xV sera proche de x. Donc le point x, ce point-là, sera proche de la diagonale. Bon, donc je vais me servir dans un instant, hein, de cette application pour transporter en quelque sorte la dynamique dans des cartes. Alors, pour ne pas surcharger les notations, je n'ai pas vraiment besoin de cette hypothèse, sinon que les notations deviendraient complètement insupportables. Donc, je vais supposer que mu est ergodique, le grand avantage étant que maintenant les exposants de Lyapunov ne dépendent pas de x, enfin comme ils sont constants presque partout, j'ai plus besoin je les fais plus dépendre de x, le nombre d'exposants de Lyapunov ne dépend pas de x, etc. etc. Donc, c'est surtout pour une question de notation que je suppose que mu est ergodique. Donc du coup, je note les exposants θ1, θr sans dépendance en x. Hein. Donc les exposants de Lyapunov du fibré tangent, hein, du cocycle tangent. Bon, alors, ensuite, j'introduis cet espace. Alors, comme le théorème de Celedets ne nous disait quelque chose qu'en presque tout point x, hein, donc j'introduis ce borélien lambda, hein, donc un borélien sur lequel, donc, qui est mu mesure totale, hein, et sur lequel tout ce que j'ai dit précédemment est vérifié. Hein, c'est-à-dire bon, l'existence des exposants, enfin les propriétés de croissance exponentielle correspondant aux exposants, mais aussi la décroissance sous-exponentielle des angles, etc. etc. Hein, donc tout ce que j'ai mentionné plus haut. Alors, donc j'ai ce borélien. Ensuite, donc, alors, je vais énoncer un certain nombre de propriétés. Donc là, je vais me donner petit kappa. Il faut penser que petit kappa sera petit. Hein. Et donc, étant donné petit kappa, je vais pouvoir trouver un certain nombre de choses. Donc, d'abord, une fonction petit l, on va voir à quoi elle sert. Donc, pour le moment, oubliez-la un instant, elle va revenir. Hein. Et alors, au-delà, pour tout x, donc je dis pour tout parce que j'ai, de façon préliminaire, en quelque sorte, hein, j'ai pris ce lambda qui était un borélien de mu mesure totale. Donc maintenant, une fois que celui-là est fixé, ça va être vrai en tout point de ce borélien. Et donc, pour tout x dans lambda, alors je vais changer de, donc comme je l'ai dit auparavant, hein, je vais changer de produit scalaire, mais je vais le faire de façon plus radicale. J'avais mentionné déjà cette possibilité au moment de la dynamique uniformément hyperbolique pour se débarrasser des constantes. Ici, je vais le faire de façon plus radicale parce que d'abord, ce produit scalaire n'est défini que sur ce borélien, donc sur quelque chose, enfin je veux dire pas du tout sur M tout entier, hein, seulement sur le borélien lambda. Donc je note barre, enfin simple barre au lieu de double barre. Hein, donc il y a deux normes maintenant sur chaque espace tangent. Chaque espace tangent en un point de lambda. Hein. Donc j'ai ces deux normes-là. Alors, l'avantage de cette nouvelle norme, c'est la chose suivante. Hein. Donc d'abord, bon, là, ce n'est pas un gros avantage, puisque j'étais parti d'une métrique riemannienne où ça dépendait de façon lisse du point. Ici, ça ne dépend plus que de façon mesurable. Donc évidemment, de ce point de vue-là, j'ai beaucoup perdu. Par contre, j'ai gagné justement le fait de rendre les EI orthogonaux. Vous vous rappelez, j'ai dit que les angles, alors les angles, c'était mesuré par rapport à une métrique riemannienne de référence. Mais justement, là, je change complètement la norme de façon à ce que les sous-espaces EI, hein, deviennent orthogonaux pour ce nouveau produit scalaire. Alors bien sûr, je ne peux pas faire une dépendance
continue en x, puisque ces angles devenaient arbitrairement petits. Hein, et de toute façon, je suis sur un borélien ici, donc il n'y a pas de continuité par rapport à x. Alors ensuite, ici, je me suis arrangé pour que, alors d'une certaine façon, le comportement de l'application tangente, appliquée à un vecteur v, soit essentiellement donné par les exposants. Hein, donc avec le petit kappa c'est celui que je me suis donné au début, enfin je vais pas revenir, hein, petit kappa c'était donné au départ arbitrairement petit. Hein, et donc vous voyez que txfv c'est essentiellement exponentielle de θi fois v, hein, donc à une erreur de kappa près, alors par rapport à cette norme-là. Hein, il faut être, donc ici je dois prendre la norme bien sûr en f de x, et ici la norme en x. Ensuite, c'est la comparaison, voilà la fonction L de x qui apparaît, hein, la comparaison entre les deux normes, hein, puisque je suis parti d'une métrique riemannienne de référence. Alors je peux toujours m'arranger, ça c'est juste un effet d'échelle sur les choses en question, hein, m'arranger pour que cette norme-là soit plus grande ou égale que celle-là, hein, mais par contre je veux donc, évidemment, pour le moment je n'ai pas dit grand-chose, parce que la fonction L, j'ai seulement dit qu'elle était mesurable. Et évidemment, étant donné deux normes sur l'espace tangent en x, il y a toujours une comparaison des deux normes. Bon, ici, j'ai mis le facteur 1, mais comme j'ai dit, c'est juste une question de facteur d'échelle. Hein, et ici, ça vous dit que toutes les normes sur un espace de dimension finie sont équivalentes. Mais la propriété suivante vous dit que la fonction L, alors, elle est mesurable, mais de nouveau, comme on a vu pour les angles entre les EI le long d'une orbite, hein, cette fonction L ne varie pas trop le long d'une orbite. Hein, kappa était a priori très petit, donc ce facteur-là est légèrement plus petit que 1, mais très proche de 1. Ce facteur-là est légèrement plus grand que 1, mais très proche de 1. Hein, et donc vous voyez que la fonction L, elle n'est pas très loin d'être constante. En tout cas, elle varie lentement le long des orbites. Hein, et par conséquent, ce L de x, ce taux de comparaison, alors il peut être très mauvais, je veux dire, il n'y a pas de doute que L de x sera à certains endroits très grand, mais en général, il reste relativement constant, enfin, je veux dire, il ne va pas exploser le long d'une orbite. Voilà. Alors, donc, on a toutes ces... Donc, on peut trouver hein, un nouveau système de produits scalaires, hein, avec toutes ces propriétés. Donc les EI, on les a mis bien orthogonaux, hein, et donc on a cette bonne propriété de croissance. Et ici, c'est pour pouvoir revenir de temps en temps à la métrique initiale, parce que là, j'ai introduit une métrique d'abord qui n'était pas définie partout, hein, et seulement presque partout, et qui dépendait seulement mesurablement de x. Hein. Alors, donc ensuite, donc ça c'est toujours au niveau tangent. Hein, je ne suis encore pas passé au niveau de la variété elle-même. Et donc, je me sers maintenant de l'application exponentielle, hein, qui est ici, pour remonter, donc, à partir de f, qui est ici, hein, je me sers des cartes données par l'application exponentielle, hein, pour définir une application f indice x. Hein, donc, je prends un vecteur v proche de 0 dans l'espace tangent en x, je prends son exponentielle. Donc l'exponentielle de xv qui est ici est un point proche de x. Hein, je prends son image par petit f et je reviens en arrière, hein, ici par l'explication exponentielle. Donc c'est là, pour pouvoir revenir en arrière, bien sûr, j'ai besoin que l'exponentielle soit un difféomorphisme ici, et donc c'est ceci qui peut permettre de le faire. Donc c'est bien ce que je dis, hein, je dois prendre epsilon 0 assez petit ici, pour que je sois dans la région où l'application exponentielle, grand X ici, soit un difféomorphisme, hein, d'un voisinage de la section nulle sur le voisinage de la diagonale. Donc si epsilon 0 est assez petit, je peux effectivement faire ça, et donc obtenir un petit f indice x qu'il faut vraiment voir comme petit f lu dans ces cartes associées aux points x et f de x par l'application exponentielle. Alors, qu'est-ce que j'ai avec ceci? Qu'est-ce que j'ai comme propriété immédiate de petit fx, hein? Donc, ça envoie 0 sur 0, parce que x est envoyé sur f de x. Hein? Alors, j'aurais dû le dire, quand je regarde l'application exponentielle ici, l'application tangente à exponentielle xv, considérée comme fonction de v, hein, x est fixé,
l'application tangente à cette application en V égale 0, c'est l'application identité. Et donc, ça explique pourquoi ici, comme j'ai introduit un f entre les deux, l'application tangente différentielle de f indice x au point 0, c'est simplement l'application tangente de petit f au point x. Et alors, c'est là que, enfin, je veux dire, quelque chose d'important intervient, c'est là que je me sers pour la première fois pour écrire cette relation du fait que l'application petit f, elle n'était pas simplement de classe C1, mais elle était de classe CS, avec S strictement plus grand que 1. Et donc, je vais avoir une condition de Hölder. Alors, une condition de Hölder que j'écris dans cette norme que je viens d'introduire, des VFX et des V'FX, donc avec ce L de x qui est la comparaison des deux métriques. Et ici, donc, la constante, voilà, la condition de Hölder, V moins V' à la puissance alpha, donc alpha étant un nombre entre 0 et 1, tel que 1 plus alpha est inférieur ou égal à S. Bon, donc j'ai ici simplement, je n'ai pas fait grand-chose pour le moment, j'ai traduit en quelque sorte, j'ai traduit les hypothèses que j'avais sur petit f, et puis bon, j'ai utilisé les propriétés de l'application exponentielle. Alors ensuite, donc, je vais me servir de cette relation, donc je vais me placer sur cette boule. Alors c'est maintenant, attention, je suis maintenant, ici j'étais encore dans une boule pour la norme, pour la première norme métrique riemannienne globalement définie sur la variété. Ici je suis passé à la nouvelle norme, associée au produit scalaire spécial et seulement mesurablement, qui dépend seulement mesurablement de x. Mais par rapport à ceci, donc je vais me servir de cette propriété, de façon à avoir les propriétés suivantes. Bon, j'ai juste traduit ceci, j'ai utilisé dans cette formule V' égale 0. Quand je prends V' égale 0, j'ai donc D0 fx c'est Txf, donc j'obtiens ceci. Et de ce côté-là, j'ai norme de V, enfin norme pour, oui j'arrive, simple norme de V à la puissance alpha, et comme j'ai pris V suffisamment petit ici, on obtiendra quelque chose de plus petit que epsilon. Donc j'ai comme ceci des boules, alors c'est des boules pour cette nouvelle métrique, ou dans lesquelles l'application fx qui représente f au voisinage de x a une dérivée qui n'oscille pas trop, qui ne reste pas trop loin de la dérivée à l'origine, qui est l'application tangente à f. Alors finalement, pour énoncer les choses, je vais maintenant revenir à la variété elle-même, puisqu'ici j'avais une boule qui est une boule dans l'espace tangent, et donc je remets la boule dans la variété en prenant l'image par l'application exponentielle en x. Donc j'ai cette boule Bx, mais boule pour cette métrique, enfin pour le transposer, transférer de cette boule ici dans l'espace tangent. Alors, je vais me servir maintenant, donc là c'était complètement du travail préliminaire, mais du travail préliminaire qui va me servir à maintenant définir des variétés stables et instables. Donc évidemment c'est plus compliqué que dans le cas uniformément hyperbolique, où, alors il y avait quand même un changement de métrique dans le cas uniformément hyperbolique. Si vous vous rappelez ce qui s'était passé, on avait commencé par remplacer la métrique, mais on l'avait remplacée par une autre métrique riemannienne qui avait une comparaison qui dépendait continuellement du point x. Donc ce n'était pas dramatique. Et ensuite, la variété stable locale, c'était l'ensemble des points qui, pour cette nouvelle métrique riemannienne, restaient à distance bornée, enfin plus petite que 1, de l'orbite de x. Alors c'est un peu la même chose qui va se passer ici, mais d'une part, je veux directement parler des variétés stables fortes, et d'autre part, donc il y a le problème, bien sûr, que tout dépend seulement mesurablement de x. Donc je vais me donner un entier j, tel que l'exposant de Lyapunov correspondant est strictement négatif. Donc vous voyez déjà que ici, enfin, je sous-entends bien sûr qu'un tel entier j existe, sinon je ne vais rien dire. Donc par exemple, s'il y a un seul exposant et qu'il est nul, c'est déjà, je veux dire, je ne peux rien dire dessus. Donc je prends cet exposant de Lyapunov strictement négatif, et donc je vais regarder cet ensemble. Donc c'est une variété stable locale forte, ça apparaît plus tard dans le slide.
a priori, il peut y avoir plusieurs exposants θj qui sont strictement négatifs. C'est pour ça que j'indexe par J. En fait, j'appellerais ça variété stable locale lorsque θj est le plus grand exposant strictement négatif. Alors, je regarde donc cette variété stable locale, donc on regarde cette formule un peu compliquée. Donc, de nouveau, je regarde la distance entre les orbites. Donc, x est fixé dans l'ensemble lambda, le bon ensemble lambda. Et donc, je demande deux choses au point y qui doivent se trouver dans cette variété stable forte, locale. D'une part, il faut qu'il reste dans cette suite de boules. Je viens de définir cette suite de boules juste avant. Elle est là. Voilà. Donc, c'est ces boules qui sont données au niveau de l'espace tangent par cette... c'est des boules, mais c'est des boules dont le rayon dépend lui-même du point x. Ce n'est pas des boules de rayon constant. Donc, je veux rester dans cette suite de boules. C'est bien ce que je dis. Le point Fn de y doit appartenir à la boule au point Fn de x. Et puis, je veux en plus, quelque chose. Ici, ça doit être pour tout n. Ici, c'est seulement un comportement asymptotique que je considère, donc un peu différent. Le comportement asymptotique, c'est donc cette limite supérieure, le taux de décroissance des distances entre les deux orbites, taux de décroissance exponentielle supérieur, est strictement plus petit que cette quantité. Donc c'est là qu'en fait, il y a en quelque sorte deux cas qui se présentent. Lorsque θj-1 ici est positif ou nul, c'est-à-dire que le min ici est simplement égal à 0, à ce moment-là, ceci sera simplement la variété stable locale. Mais lorsque, si θj ici n'était pas le plus grand exposant strictement négatif, donc ça veut dire que θj-1, rappelez-vous que les exposants sont rangés en ordre décroissant. Donc si θj-1 était lui aussi strictement négatif, à ce moment-là, je demande en fait que ici, cette quantité, c'est θj-1, et donc je demande non seulement que la distance tende exponentiellement vite vers 0, mais tende strictement plus vite que le taux donné par θj-1. Bon, donc voilà cette variété, cette variété stable locale. Alors, pour mériter son nom de variété stable locale, il y a cette propriété qui vous dit que quand je regarde cette variété stable locale, donc là, je ne suis pas très bon pour faire des dessins, on était dans l'espace tangent, et dans... a priori WJ, que je dessine ici de dimension 1 par faute de savoir dessiner en grande dimension, mais enfin, a priori, alors la dimension, en fait, comme c'est indiqué tout de suite, alors oui, je vais tout mettre. Donc, cette variété stable locale va être le graphe. Donc là, on retrouve un énoncé, enfin, je veux dire une propriété qui était vraie dans le cas uniformément hyperbolique, si donc on n'a pas la dépendance continue par rapport à x, bien sûr. Donc, c'est le graphe d'une application qui va de la somme des espaces EI associés donc, entre J et R, c'est-à-dire associés aux exposants qui sont supérieurs ou égaux, inférieurs ou égaux à θj, vers les autres, c'est-à-dire vers les exposants qui sont strictement plus grands que θj. Donc ici, j'ai une décomposition en somme directe. Je veux dire, j'ai un facteur ici, le facteur complémentaire ici, par rapport à la décomposition en différents sous-espaces. Donc, l'application en question est définie sur la boule Rx, enfin, je veux dire, ici. Et donc, si j'essaye de dessiner, je ne suis pas de nouveau, j'aurais ici, donc, c'était le sous-espace somme des EI, I plus petit que J, plus petit égal à J, et puis dans la direction orthogonale pour la métrique que j'ai introduite, j'aurai la somme sur I plus grand que J des EI. Et donc j'ai une graphe d'une fonction
hein, dont les propriétés sont indiquées ici. D'abord, elle est de classe CS, la même différenciabilité. On ne perd pas de différenciabilité, hein, en passant de petit f aux variétés stables locales. Ici, donc, d'abord, elle passe par x. C'est simplement ça que ça dit. Elle passe par x. L'espace tangent à cette variété stable locale au point x, bah, c'est l'espace que j'attends, l'espace qui est ici, l'espace auquel on s'attend au niveau linéaire. Hein, et ensuite, donc, j'ai un contrôle des variations de la dérivée, hein, le même contrôle eulérien que j'avais pour petit f. Voilà. Donc, alors, oui, donc, comme je l'ai mentionné, disons le cas le plus important, mais ce n'est pas le seul cas, parce que je vais m'en servir un peu plus tard aujourd'hui, enfin à la fin de la leçon, hein, mais le cas le plus important est quand même celui où donc, θj était le plus grand exposant strictement négatif, c'est-à-dire que θj-1 est positif ou nul, c'est-à-dire qu'on a 0 ici, je demande simplement un taux de décroissance exponentielle. Mais enfin, c'est important d'avoir la notion plus générale. Donc où θj-1 peut être lui aussi strictement négatif. Alors, qu'est-ce qu'on a comme propriété? Alors, ça, c'est immédiat. Enfin, je veux dire, ça a été fait pour ça. C'est construit pour avoir cette propriété. Donc, la variété stable locale d'indice J, un WJ log X, est envoyé par petit f dans la même variété, mais au point f de x. Et donc ensuite, à cause de cette propriété, on peut facilement considérer la variété stable globale, cette fois-ci, pas locale. C'est essentiellement la même définition, sinon que si je reviens un instant, hein, j'oublie cette propriété. Je garde seulement la propriété asymptotique. C'est la même propriété asymptotique que dans la variété stable locale, mais je n'impose plus cette condition, qui est une condition valable pour tout temps, hein, pour toute n. Alors bien sûr, on a la même relation cette fois-ci entre la variété stable locale et la variété stable globale, hein, qui est celle-là. Hein. J'obtiens la variété stable globale, cette condition ici, simplement en prenant les images inverses des variétés stables locales le long de l'orbite positive. C'est simplement que si effectivement ceci se produit, hein, ben, pas forcément, au bout d'un certain temps, j'aurai cette condition-là. Je ne l'ai pas forcément pour les premières itérations, hein, mais je finirai par l'avoir en attendant suffisamment, puisque les orbites convergent très exponentiellement vite vers 0. Et essentiellement, ce qu'on a vu, c'est que le long de l'orbite, la distorsion de la métrique, enfin, les boules Bx, elles étaient définies avec une fonction, enfin, il y avait en particulier une fonction petit l de x qui intervenait, et cette fonction petit l de x, elle était elle n'était pas tout à fait sous-exponentielle, mais elle était exponentielle avec un taux qui était exponentiel kappa, hein, qui était arbitrairement voisin de 1, hein, et donc en particulier, donc je pourrais toujours le glisser en quelque sorte ici entre 0 et le taux de décroissance exponentielle. Alors, donc, ensuite, j'ai ces variétés stables globales, et donc, de nouveau, donc là, on retrouve des propriétés qui étaient vraies dans le cadre uniformément hyperbolique, hein, que ces variétés stables globales, WJ de x, correspondant à ce taux de décroissance, hein, sont l'image d'immersion injective de classe CS, cette fois-ci de l'espace tout entier, au lieu de prendre simplement une boule dans ce sous-espace. Et finalement, en fait, ici, j'ai mis, pour la définition, j'ai introduit strictement plus petit, mais en fait, c'est important, hein, bien sûr, de voir que en fait, ce taux de décroissance est donné par θj. Hein, donc le fait qu'il soit simplement, disons, dans le cas le plus simple, le cas de variété stable, hein, donc θj est le plus grand exposant strictement négatif, le fait que le taux de décroissance exponentielle soit, enfin, le taux de croissance exponentielle soit négatif, c'est-à-dire qu'il y ait des croissances exponentielles des distances, hein, implique automatiquement que ce taux est plus petit, enfin, le taux de décroissance est plus grand que la valeur absolue de θj. Donc, voilà, en tout cas, c'est cette propriété qui est écrite ici. Voilà, donc, voilà pour, en résumé, en quelque sorte, hein, les propriétés des variétés stables locales et instables, stables et instables locales. Je n'ai pas défini les variétés instables, mais bien sûr,
je suis dans le cadre d'un difféomorphisme, je peux appliquer ça à f-1. Et donc, quand j'applique tout ceci à f-1, alors bien sûr, ça veut dire qu'il faut partir ici d'un exposant qui est strictement positif, puisque les exposants pour f-1 sont l'opposé, enfin, sont les moins... en gros, j'ai pour f-1, hein, je vais l'écrire, ce sera plus simple. Le ième exposant pour f-1, je suis toujours dans le cas ergodique, hein, c'est simplement moins le R plus 1 moins I, parce que simplement je veux que les exposants soient toujours indexés de façon à ce qu'ils décroissent, hein, celui-là pour F. Donc, en faisant simplement cette transition, hein, on obtient, pardon, je vais revenir ici, hein, on obtient les variétés stables, locales, hein, instables, éventuellement instables fortes. De nouveau, cette fois-ci, ça dépend si le θj que j'ai considéré est le plus petit exposant strictement positif ou pas. Voilà, alors c'est malheureusement un peu technique, mais enfin malgré tout, c'est très important de pouvoir définir ces variétés stables et instables. Les voilà. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Alors, d'abord, donc, c'est peut-être l'application la plus importante, hein, c'est ce qu'on appelle la formule de l'entropie. Alors en fait, cette formule est en deux temps, une qui est antérieure en fait aux travaux de Piécine, qui donne une inégalité, mais dans un contexte plus général, et ensuite une qui est due à Piécine, qui était une des motivations pour introduire toutes ces variétés stables, enfin toute cette théorie, hein, qui est une égalité. Donc d'abord le résultat, disons, enfin pas plus faible, parce qu'il est plus général aussi. Hein, je prends une variété compacte, donc j'ai d'une part quelque chose qui n'est pas forcément inversible, une application de classe C1, et d'autre part, donc, qui est seulement de classe C1. C'est moins régulier que ce que je viens de supposer pour faire la théorie de Piécine. Hein. Donc, préservant une mesure mu, eh bien, donc un théorème du Margulis et Ruel, hein, vous dit qu'il y a une borne sur... Donc, voilà ce qui joint les deux parties du cours d'aujourd'hui. Hein. L'entropie métrique de petit f par rapport à la mesure mu, h mu de f, est dominée, hein, par... donc, c'est la somme des exposants de Lyapunov comptés avec multiplicité. Pardon. La somme des exposants de Lyapunov strictement positifs comptés avec multiplicité. Hein, c'est ça qu'il faut lire. Et ceci intégré par rapport à la mesure mu. Si vous préférez, enfin, dans une première approximation, pensez à une mesure ergodique, mu, et à ce moment-là, l'intégrale va disparaître, puisque ces exposants seront constants, presque partout constants par rapport à la mesure mu, et donc ça sera simplement somme des exposants de Lyapunov positifs comptés avec multiplicité. Alors c'est en fait quelque chose qu'on a déjà vu, par exemple, si on revient, enfin on ne l'a pas vu, c'est-à-dire je vais faire un interlude en quelque sorte. Si vous prenez A, une matrice hyperbolique, alors, à vrai dire, pour ce que je vais dire, je n'ai pas besoin de supposer qu'il est hyperbolique, mais enfin, c'est parce que je pense que je l'ai seulement mentionné dans le cas hyperbolique. Hein. À ce moment-là, donc, vous le considérez comme un difféomorphisme d'Anosov du tore de dimension D. D, c'est la taille de la matrice. Hein, et donc, alors, la mesure de Lebesgue est invariante. Alors, je vais l'appeler Lebesgue comme ceci. Lebesgue, donc c'est la mesure de Lebesgue. Elle est invariante. Alors, si j'appelle, alors pour être cohérent, je vais appeler lambda 1, enfin bon, lambda d, les valeurs propres de A comptées avec multiplicité. Hein, donc, valeurs propres complexes a priori. Hein. Alors j'avais mentionné que l'entropie topologique de A, hein, donc c'est égal à la somme, hein, pour les lambda i qui sont de module plus grand que 1,
hein, des logs de lambda i. On a vu par ailleurs que dans ce cadre-là, les exposants de Lyapunov, puisque là j'ai une matrice, j'ai vraiment quelque chose de linéaire, donc le cocycle, maintenant c'est le cas du cocycle constant. Donc les exposants de Lyapunov, alors je veux dire ici j'ai écrit plusieurs fois un exposant qui a une certaine multiplicité, donc je sors un petit peu, enfin je veux dire, si je pose θi égale log lambda i, je vais obtenir les exposants de Lyapunov. Simplement, cette fois-ci, ils ne seront pas distincts. Il faudra que je regarde combien de fois le même θi apparaît. Hein, et puis, il faut aussi que je les range dans l'ordre de façon à ce que ça soit cohérent avec mes notations précédentes. Mais enfin, ceci étant, donc, en faisant ce petit changement de notation, hein, en fait, la formule, enfin, dans le cas... je devrais plutôt d'ailleurs terminer ceci. Dans ce cas-là, on va en fait obtenir précisément la même chose. C'est-à-dire, donc ça. Alors ici, j'ai seulement montré, c'est ma faute, j'ai seulement montré l'inégalité. On va avoir égalité dans le cas qui nous intéresse. Donc vous retrouvez donc, cette entropie topologique est dans ce cas-là égale à l'entropie de métrique par rapport à la mesure de Lebesgue. C'est dans le principe variationnel, hein, on est dans un cadre uniformément hyperbolique. La mesure qui maximise l'entropie, c'est la mesure de Lebesgue. Hein, et donc vous retrouvez la même formule qu'on avait vue la dernière fois. Alors, c'est ma faute, j'aurais dû présenter cet exemple après, en quelque sorte, le théorème de Piécine. Donc, vous voyez que ce qu'on intègre, je l'avais mentionné pour l'entropie topologique, hein, c'est en fait le plus grand exposant de Lyapunov, pas du cocycle tangent, mais du cocycle déduit du cocycle tangent en passant à l'algèbre extérieure. Hein, c'est-à-dire que donc, vous regardez, quand vous regardez sur l'algèbre extérieure, par exemple, si vous agissez sur le lambda 2 du fibré tangent, eh bien, vous obtenez comme plus grand exposant la somme des deux plus grands exposants du fibré tangent. Alors, les deux plus grands exposants comptés avec multiplicité. C'est-à-dire, ça sera 2θ1 si θ1 avec multiplicité supérieure ou égale à 2, ou ça sera θ1 plus θ2 si la multiplicité de θ1 est égale à 1. Enfin, de toute façon, c'est ce qu'on obtient ici en général. Donc, vous continuez, vous rajoutez les exposants tant qu'ils sont positifs. Donc, c'est en ce sens que c'est le plus grand exposant de Lyapunov ici, puisqu'ensuite, si vous continuez à rajouter des exposants, vous commencez à rajouter des choses négatives, et ça devient plus petit. Alors, la deuxième, enfin, je veux dire, le contrepoint de cette inégalité, c'est une égalité, mais sous des hypothèses beaucoup plus fortes. Alors, d'une part, ça, c'est pas, enfin, je veux dire, on suppose que f est inversible, ça, c'est pas vraiment ça le point crucial. Déjà, le fait qu'on suppose que f est de classe CS, donc avec plus de régularité que l'application qui est ici, mais surtout cette hypothèse, hein, qui restreint considérablement quand même le champ d'application du théorème ici, sur la formule de l'entropie, hein, c'est que la mesure mu, hein, est absolument continue. Vous vous rappelez sans doute que quand on a considéré, j'avais donné un théorème de Sinaï sur les diffeomorphismes d'Anosov. Hein, quand ces diffeomorphismes d'Anosov ne sont pas linéaires, en général, ils ne préservent pas de mesure qui soit absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue. Donc, je n'ai aucune mesure qui me permette d'appliquer ce théorème. Donc, ceci étant, il y a des situations comme le cadre hamiltonien, par exemple, où on a naturellement des mesures, hein, qui sont non seulement invariantes, mais absolument continues par rapport à la mesure de Lebesgue. Alors, ceci étant, dans ce cadre-là, eh bien, cette inégalité devient une égalité. Hein, devient une égalité, et donc c'est pour ça que j'aurais dû différer un tout petit peu cet exemple. Hein, mais donc ici, c'est précisément ici, ce morceau ici m'est donné par le théorème de Piécine. Enfin, à vrai dire, dans ce cadre, je pourrais bien sûr le démontrer directement, mais je veux dire, c'est juste un exemple particulièrement facile pour se souvenir comment ça fonctionne, hein, c'est se souvenir de cet exemple-là. Bien sûr, ce cadre-là pourrait être déterminé à la main très facilement.
Bon, alors je arrive sur la dernière partie du cours d'aujourd'hui. Donc, ce que je veux arriver dans un quart de 10 minutes, c'est à une généralisation de la formule de l'entropie de Piécine, ici, qui est due à François Le Drapier et Lyson-Young, et qui permet de se passer de cette hypothèse qui est quand même une hypothèse très forte. Alors, évidemment, il faudra modifier la formule, parce que si je ne suppose pas que mu est absolument continu, il est simplement faux qu'en général, on ait égalité, c'est-à-dire que l'inégalité qui est ici, en général, est une égalité stricte. Mais par contre, il est possible de modifier la formule qui est à droite, de façon à récupérer une égalité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il faut introduire un petit peu plus de théorie ergodique. Donc, je pars d'un espace de probabilité standard. Alors, je vous rappelle qu'un espace de probabilité standard, je vais écrire la définition au tableau, je ne l'ai pas écrite sur le slide. Donc, un espace de probabilité standard est un espace qui est isomorphe, mode 0. Donc, je vais revenir tout de suite à ce que ça veut dire. Alors, il y a l'intervalle 0,1 muni de la mesure de Lebesgue, alors, ou d'un multiple de la mesure de Lebesgue, avec éventuellement des atomes, plus un nombre, au plus dénombrable. Je veux que ce soit un espace de probabilité, donc éventuellement, il faut que je mette une constante fois la mesure de Lebesgue, de façon à ce que la somme totale soit 1, un nombre au plus dénombrable d'atomes. Alors, la plupart des espaces de probabilité qu'on rencontre, en tout cas en système dynamique, sont standards. Donc, ce n'est pas vraiment une restriction. Bon. Oui, non, je dois simplement expliquer mode 0. Mode 0, ça veut dire que donc, si j'ai deux espaces x, b, mu et y, c, nu, ça veut dire qu'avant de chercher un isomorphisme, je me permets de retrancher un x', enfin, je restreins plutôt à un x' tel que la mesure de x moins x' soit nulle. Et ici, un y' de la même façon, tel que la mesure de y moins y' soit nulle. Et c'est sur les x' et y' que je vais trouver un isomorphisme donc, qui transforme mu en nu et l'attribut B en l'attribut C. Donc c'est ça que veut dire mode 0 dans l'isomorphisme. Donc voilà, j'ai un espace de probabilité standard, donc pensez à 0,1 si vous voulez, ou pensez à n'importe quelle variété, par exemple avec une mesure de probabilité dessus. Alors, donc je dois introduire une autre notion avant de... c'est la notion de partition mesurable. Alors, l'idée, en fait, on va voir tout de suite, enfin, l'exemple principal va apparaître rapidement. Donc, cette fois-ci, ce n'est plus des partitions finies, c'est quelque chose qui est obtenu, en quelque sorte, par limite de partition finie. Donc, ici, j'ai des partitions finies, Cn. Alors, mesurable, ça veut simplement dire, ici, au niveau fini, ça veut simplement dire que chacun des éléments de cette partition finie est une partie mesurable. Mais ensuite, je fais cette opération hautement non triviale, ici, de prendre le wedge de 0 à l'infini des Cn. Par exemple, pour avoir un exemple trivial et sans intérêt, mais enfin, malgré tout qu'il faut donner, c'est penser à X comme un espace topologique, et prenez comme des partitions
pas en des boules, mais en des parties qui sont de diamètre de plus en plus petit. Donc les Cn, je suppose que X est compact, par exemple, pour avoir un nombre fini, je veux dire, pour faire tendre, de façon à ce que X puisse être couvert par un nombre fini de parties de diamètre epsilon. Je ne dis pas des boules parce que je veux que ce soit des partitions. Donc j'aurai rarement, a priori, des partitions en boules, mais je prends simplement des choses de petit diamètre. Hein, et je finis par épuiser X quand X est compact, comme ceci. Eh bien, si donc Cn, par exemple, correspond à des parties de diamètre inférieur à 1 sur n, eh bien, à la limite, le C qui va apparaître ici sera simplement la partition en points. Hein, donc une partition en point de X, puisque évidemment, je peux toujours mettre un point apparaît comme l'intersection des éléments des partitions successives qu'il contient, parce que j'ai pris soin de faire que le diamètre des éléments des partitions tende vers 0. Alors, de façon beaucoup plus intéressante, et c'est ça qui va apparaître, hein, alors d'abord, disons, dans le cas uniformément hyperbolique. Dans le cas uniformément hyperbolique, j'avais un feuilletage stable ou un feuilletage instable. Disons ici le feuilletage stable. Alors, je vais plutôt regarder un feuilletage stable local et je prendrai, donc ça c'est typiquement enfin, ce qu'on fait, je vais faire une partition. Donc, les éléments de la partition, je ne sais pas si ça va se voir bien ici, ça sera typiquement des boîtes donc, qui contiennent ici toute la variété stable locale et puis qui deviennent de plus en plus petites. Donc, c'est ici, transversalement, donc, longitudinalement, je fixe un diamètre, enfin, je veux dire fixé, mais par contre, transversalement, le diamètre va tendre vers 0, par exemple, c'est plus petit qu'un sur n. Hein, mais au nème cran, hein, je prends un diamètre transversal hein, inférieur à epsilon n, avec epsilon n tendant vers 0. À ce moment-là, ce qu'on obtient comme partition C, à la limite, c'est une partition par feuille du feuilletage. Hein, puisque je n'arrive jamais, bien sûr, à séparer deux points qui sont dans la même feuille, puisque les boîtes que j'ai choisies, enfin les éléments de la partition que j'ai choisis, hein, je veux dire, ont cette propriété, et donc c'est aussi vrai à la limite. Donc, étant donné une partition mesurable C, hein, j'ai la notion de système de mesure conditionnelle. Hein, qui donc, c'est quoi? C'est une famille de mesures de probabilité, μx, hein, qui ont les propriétés suivantes. Alors, donc μx est une mesure de probabilité supportée par l'élément qui contient x. Donc, c'est ceci pour chaque x dans grand X. Hein, j'ai cette mesure μx, une famille de 1, et donc μx est une mesure de probabilité sur C de x. Ensuite, quand j'ai deux éléments qui appartiennent au même élément de C, hein, alors μx égale μy. Donc ça ne dépend en fait, j'ai noté μx, hein, mais ça ne dépend en fait que de l'élément C de x qui contient x. Et ensuite, il y a une propriété de mesurabilité par rapport au point x. Quand je fixe un borélien B, eh bien, la mesure de B par rapport à cette mesure μx est une fonction mesurable de x. Et on récupère la mesure de B en intégrant la mesure μx de B par rapport à la mesure μ. Alors, vous voyez que dans le cas trivial et sans intérêt de la partition par point, hein, je veux dire, donc si C, c'est la partition par point de x, eh bien, à ce moment-là, vous prenez pour μx la mesure de Dirac au point x. Hein, il n'y a pas tellement le choix, puisqu'elle doit être supportée par C de x, et C de x, c'est le singleton x. Dans ce cas-là, bien sûr, cette propriété est vide, puisque un élément de C ne contient qu'un point. Hein, donc, x égale y et μx égale μy. Et finalement, ici, μx de B, c'est en fait μx de B, c'est la fonction caractéristique de B, puisque je dois appliquer la mesure de Dirac en x appliquée à B. Donc, ici, j'ai la fonction caractéristique de B, et bien sûr, ici, c'est la définition de la mesure de B. Je veux dire, c'est une tautologie. Hein. Et donc, comme j'ai pris B mesurable, bien sûr, la fonction caractéristique de B est mesurable. Donc, encore une fois, la partition en points, c'est juste pour vérifier qu'on n'est pas en train de dire n'importe quoi, mais est triviale et sans intérêt. Par contre, cette
ce contexte, en quelque sorte, de partition entre feuilles locales, enfin entre plaques dans un feuilletage, est loin d'être trivial. C'est en fait le contexte qui va nous intéresser. Alors, le théorème concernant cette situation, c'est précisément qu'un tel système de mesure conditionnelle existe. C'est un théorème dû à Rocklin, et donc qui nous dit la chose suivante. Chaque fois que je me donne une partition mesurable de x, d'un espace de probabilité x, eh bien, on a un système de mesure conditionnelle, et ce système de mesure conditionnelle est essentiellement unique. Il est unique dans le sens suivant, le plus fort qui puisse être compte tenu des propriétés que j'ai imposées au mu x, c'est-à-dire que je veux que si j'ai deux tels systèmes, eh bien, si j'ai deux tels systèmes, en fait, les mesures sont égales presque partout. Si on se rappelle ce que j'ai dit ici, je veux dire c'est cette propriété ici qui détermine mu x raisonnablement, et comme j'ai intégré par rapport à des mu, ça ne peut influencer mu x que presque partout, bien sûr. Si je modifie les mu x sur un ensemble de mu mesure nulle, ça marchera encore. Bon, donc j'ai ce théorème de Rocklin. Alors maintenant, je peux donc aborder le dernier théorème pour aujourd'hui. C'est le théorème de Le Drapier-Young, donc qui généralise la formule d'entropie de Piécine. Donc c'est le même cadre. Sinon que je ne vais pas supposer que la mesure mu est absolument continue. Un diffeomorphisme de classe CS est strictement plus grand que 1. De nouveau, pour écrire les choses, je vais supposer que la mesure est ergodique. Là, ce n'est pas vraiment une restriction, de nouveau, c'est simplement pour me faciliter l'écriture. Et de toute façon, dans ce genre d'argument, on peut la plupart du temps se ramener au cas ergodique en désintégrant la mesure par rapport à ses composantes ergodiques. Alors, donc lambda, c'est toujours le même borélien. C'est le borélien sur lequel on avait toutes ces propriétés que j'ai déjà utilisées dans la théorie de Piécine. Et je devrais dire que le résultat de Le Drapier-Young s'appuie très fortement sur la théorie de Piécine, et en particulier les variétés stables locales, enfin instables en l'occurrence, locales fortes, qui sont définies dans cette théorie. Alors, donc RU, c'est le nombre d'exposants de Lyapunov strictement positif. Comme dans la formule de l'entropie là-bas, on a vu que seuls les exposants de Lyapunov strictement positifs interviennent dans cette formule de l'entropie, et donc c'est les seuls qui vont jouer un rôle. Et donc j'introduis ces variétés instables, fortes. Donc je fais varier, j'ai un indice I qui varie entre 1 et RU, donc qui parcourt l'ensemble des exposants. Donc θi va être l'ensemble va parcourir l'ensemble des exposants de Lyapunov strictement positifs. Et donc j'ai la variété instable forte, WI, je n'ai pas indiqué le U, je veux dire, il est sous-entendu, mais c'est une variété instable forte. Alors, avec cette variété instable forte, je fabrique, alors là c'est la partie, enfin c'est une des parties que je ne fais pas, je ne vais pas démontrer le théorème de Le Drapier-Young, mais donc une première étape est de construire une partition mesurable. Donc j'ai fixé I maintenant entre 1 et RU. Enfin, je vais considérer tous les entiers I, mais ici je fixe l'entier. Je fixe I et je peux construire une partition mesurable CI telle que, quand je regarde, donc c'est exactement ce que j'ai dit ici. La différence, c'est que je n'ai pas ce joli dessin qui correspondait au cas uniformément hyperbolique où les variétés étaient gentiment parallèles. Ce que je sais ici, les WI de x, si vous vous rappelez, dépendent seulement mesurablement de x. Donc la situation est beaucoup plus compliquée, enfin je veux dire chaotique que ce dessin-là. Mais enfin malgré tout, j'ai suffisamment de régularité mesurable, en quelque sorte, pour pouvoir construire cette partition. Donc c'est le même principe qu'ici, c'est de construire des partitions finies, mais qui ont une certaine taille, en quelque sorte, dans la direction de la variété forte, mais qui ont un diamètre de plus en plus petit dans la direction transversale. Donc je m'arrange pour que les CI de x, pour tout x dans l'ensemble régulier lambda, bien sûr, c'est défini seulement presque partout, donc je ne vais pas chercher à le définir au-delà de ça, mais quand x est dans lambda, ce qui est suffisant puisque ça correspond à un ensemble de mesures pleines, j'obtiens
donc une plaque de W de x autour de x. Donc ça veut dire que ce n'est pas toute la variété stable globale, mais c'est simplement une variété stable. Vous pouvez penser comme étant la variété stable locale, mais je veux une partition, donc ça ne peut pas être tout à fait la variété stable locale. Quand je pense à variété stable locale, quand je fais bouger le point le long de la variété, eh bien la variété stable locale bouge un petit peu. Je n'obtiens pas comme ça une partition. Donc ce que j'ai plutôt fait, c'est considérer la variété instable globale et commencer à la couper, la quadriller en quelque sorte et la couper en morceaux. Bon, donc, comme j'ai une partition mesurable ici, je vais pouvoir trouver un système de mesures conditionnelles, donc c'est le théorème de Rocklin, associé à cette mesure CI. Donc, l'énoncé du théorème de Le Drapier et Young, c'est le suivant. Donc, il existe donc, des nombres delta I. Donc, I, je vous rappelle, ça varie entre 1 et RU, hein, avec la propriété suivante. Donc, ces delta I vont jouer le rôle de multiplicité, disons, mais multiplicité mesurant quelque chose qui n'est pas simplement, qui n'est pas topologique. Hein. Donc, quelles sont les propriétés? Donc, je fixe I. Hein, ensuite, je prends un point X dans lambda. Alors, cette fois-ci, je ne prends pas tout point dans lambda, mais presque tout point dans lambda. Hein. Et alors ensuite, j'ai cette mesure conditionnelle. Hein, donc, j'ai la mesure mu indice X. Alors, mu indice X, j'ai mis un I parce que c'est la mesure conditionnelle associée à la partition CI. Et donc, quand je me place dans l'élément de la partition qui contient X, et que je prends un point Y qui est générique par rapport à cette mesure conditionnelle, eh bien, donc, les delta I. Alors, il faut voir delta I comme apparaissant comme la différence entre cette quantité et la même quantité avec l'indice I-1. Hein. Un peu, je ne vais jamais arriver à dessiner correctement ceci, mais il faut penser à ce que j'ai ici la variété instable associée à X, et puis ici, j'aurai à l'intérieur de celle-là la variété d'une dimension inférieure, la variété WI-1 de X. Ici, j'ai le point X. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, je suis en train de calculer. Hein, alors, je me place en un point Y. Bon, je ne vais pas chercher à dessiner trop, mais je me place en un point Y. Donc, qui est typiquement... Donc, je vous rappelle que les CI de X sont des plaques dans cette variété instable. Donc, je peux penser à ce que Y est raisonnablement proche de X et appartient à WI de X. Et je suis en train de regarder à quelle vitesse... Donc, je prends la boule B de Y de rayon R, et je regarde à quelle vitesse décroît la mesure de cette boule, la mesure conditionnelle de cette boule. Donc, c'est un peu compliqué à... Je regarde les boules autour de Y et je regarde à quelle vitesse ça décroît. Alors, ce que ça dit, c'est que c'est donné par cette somme. Donc, le delta I correspond à la contribution. Pensez au cas complètement euclidien. Hein. Donc, vous auriez une dimension. Donc, ici, la dimension qui serait somme des mj pour j plus petit que i. Ça, c'est la dimension de celle-là. Et la dimension de celle-là, ça serait la somme des mj. Ça, c'est les dimensions. Hein, c'est pas les... Pour j inférieur ou égal à i. Pardon. Bon, ça, c'est juste les dimensions des sous-espaces VJ que j'ai vu apparaître dans le théorème de Seledetz. Donc, si vous pensez à métrique euclidienne, mesure de Lebesgue, pardon, excusez-moi, mesure de Lebesgue, la mesure de Lebesgue doit se comporter en une puissance du rayon, enfin le rayon puissance la dimension. Donc, vous avez une contribution qui vient de ces dimensions-là, d'accord, un premier exposant, et ensuite, ici, correspondant à cet exposant-là. Donc, le delta, si vous comparez les deux, vous verriez que si vous prenez la mesure de Lebesgue, le delta I va être égal précisément au MI. Vous êtes en train de regarder successivement les différents taux de décroissance exponentielle des mesures des petites boules, des boules,
quand R tend vers 0, hein, dans les différents sous-espaces, enfin dans les différentes sous-variétés instables fortes associées aux indices I successifs entre 1 et RU. Donc, encore une fois, l'important, c'est de se dire les delta J sont quelque chose qu'on substitue au MJ. Dans le cas de Piécine, hein, pour les mesures mu absolument continues, les delta J sont égaux au MJ. Et maintenant, donc, ici, en général, ils ne sont pas égaux, ils sont seulement inférieurs ou égaux. Hein, et donc, c'est ce qu'on appelle multiplicité dans ce cadre par rapport à la mesure mu. Enfin, il faut faire attention. Quand on parle de multiplicité, qu'est-ce que ça signifie? Mais c'est la multiplicité du point de vue de la mesure de θi. Hein, et donc, on a la formule de l'entropie maintenant. Donc, vous vous rappelez la formule de l'entropie dans le cas ergodique. Là, j'ai juste écrit les choses dans le cas ergodique. Dans le cas ergodique, là, elle est encore, enfin bon, ici c'était le cas spécial, c'était la somme des exposants de Lyapunov strictement positifs comptés avec multiplicité. Donc c'est encore la même formule, simplement il faut interpréter la multiplicité, hein, qui est ici delta I au lieu de MI, d'une façon différente. Donc géométriquement, cette multiplicité, hein, c'est donné par un taux de décroissance exponentielle des mesures des boules pour ces probabilités conditionnelles. Voilà. Alors, juste une chose, j'ai supposé que c'était ergodique, hein, mais on peut formuler tout ça avec moult notations, et, enfin, je veux dire, évidemment, nettement un peu plus pénible à formuler. Hein, dans le cas non ergodique, enfin, je veux dire, il n'y a rien de spécial à l'ergodicité ici. Je crois que de toute façon, il me semble que pour la démonstration, on se ramène immédiatement au cas ergodique. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Donc, la prochaine fois, on abordera, doucement d'ailleurs, enfin, le cadre non uniformément hyperbolique, mais ça sera avec un... Je veux dire, on a introduit des outils de théorie ergodique pour pouvoir continuer, hein, mais je vais me replonger dans un cadre beaucoup plus dynamique, différenciable, alors qu'aujourd'hui, c'était clairement beaucoup plus théorie ergodique. Voilà, je vous remercie.